Si toi qui nous écoutes, t'as des enfants ou t'en veux, est-ce que tu serais prêt à faire la révolution pour les protéger ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée, écolo, féministe ou solidaire, qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance des mères avec Fatima Wassak. Bonjour Fatima. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. On imagine souvent plutôt qu'une maman, c'est doux et c'est là plutôt pour apaiser les tensions que pour en créer. Mais aujourd'hui, justement, on va parler de ces mères dont tu fais partie, qui sont prêtes à faire la révolution pour protéger leurs enfants, tout simplement. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es politologue, militante écolo, féministe et antiraciste à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et tu as créé un syndicat original. Je pensais jamais dire ça, mais si. Un syndicat de parents qui s'appelle Front de Mères, où il y a plein de mères et de pères aussi d'ailleurs, qui s'organisent localement pour lutter contre les violences et les injustices faites aux enfants. Notamment, donc que ce soit la malbouffe, la pollution, les inégalités scolaires ou les violences policières, par exemple, notamment dans les quartiers populaires. D'où ma première question. Dans ton livre « La puissance des mères », que je vous fais gagner dans 5 minutes, tu racontes que quand tu es devenue mère, tu étais un peu dans un premier paradoxe, le cul entre deux chaises, où d'un côté, tu te sens hyper puissante parce que tu viens de donner la vie, quoi, déjà, c'est fou. C'est pas rien. Et ouais, tu te transformes un peu en mère dragon et tu es prête à tout pour protéger tes enfants. Et de l'autre côté, très vite, on te dépossède de cette puissance, que ce soit par des violences médicales ou... comme tu es arabe et musulmane, par exemple, tu as des gouvernements qui vont t'interdire de participer à des sorties scolaires si tu portes le foulard, ou même à la crèche, où on te fait comprendre que ça serait bien que tu arrêtes de parler arabe à ton propre enfant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que toutes les mères, en fait, ont ce sentiment un peu paradoxal de puissance et en même temps de confiscation de la puissance. Et tu l'as dit, par exemple, à l'hôpital, à la maternité, au moment d'accoucher, en fait, on est dépossédé dans le sens où, on nous materne justement, on nous infantilise, on nous demande pas quand on nous touche, on nous demande pas quelle position on préfère pour accoucher. Donc vraiment la base. On respecte même pas tes choix de méthode d'accouchement. Absolument. Donc il y a cette infantilisation-là, je pense, qui est assez commune à toutes. Oui, et puis effectivement, il y a quelque chose de plus singulier qu'on peut qualifier de colonial ou de post-colonial à l'égard d'une population, précisément de parents descendants de l'immigration africaine. Comme tu disais, t'es un dragon et tu viens de donner la vie et t'es forte, etc. Et en même temps, on te dit que t'es un parent démissionnaire, que tu fais n'importe quoi, que tu laisses traîner ton fils dans la rue. C'est un paradoxe qui est vraiment spécifique à ces parents-là. Mais je fais pas le deuil du premier paradoxe qui est là pour le coup universel. Et encore, les exemples que j'ai donnés, c'est plutôt des injustices entre guillemets soft, parce que toi, ta famille est modeste, donc tu es d'une famille arabe, musulmane, tu vis en quartier populaire, etc. Tu dis que tu es obligé de trahir tes enfants pour les protéger, parce que la menace, elle est réelle et bien plus forte qu'effectivement juste pas de repas végétarien à l'école. De quoi tu as peur exactement à ce moment-là ? Est-ce que c'est plutôt à l'école où tu te dis qu'ils vont être exclus de cours plus facilement, tes enfants, ou qu'ils vont être rabattus vers des métiers précaires, ou est-ce que c'est plutôt par rapport aux forces de l'ordre, par exemple, et que tous les soirs tu demandes s'ils vont rentrer, si tu peux avoir des enfants qui sont mis en garde à vue, humiliés, insultés, éborgnés, parfois tués avec Adama Traoré ou plein d'autres. Tu vois, c'est pas plutôt ou plutôt, en fait, c'est un système. Et ce système donc qu'on peut qualifier d'oppression, de domination, d'exploitation, en fait, il est dans le détail. Mais il est partout. Tu vois, il se traduit pas que par quelque chose de spectaculaire. Par exemple, les violences policières. Tu parlais d'Adama Traoré, donc mort entre les mains de la police sous le poids de 3 gendarmes. Là, on a tout de suite quelque chose effectivement de dramatique et de... Oui, j'allais dire de spectaculaire. Et effectivement, j'en parle dans mon livre. Il y a des enfants descendants d'immigration post-coloniale. Je parle par exemple de la petite Malika Yezid, 8 ans, qui est morte entre les mains des gendarmes suite à une séance de torture, donc dans les années 70 à Fresnes, à la Cité des Grous. Bon, là, je parle de désenfantisation. C'est-à-dire que là, il y a tout à coup le rapport de l'institution, en l'occurrence les forces de l'ordre, donc l'État, la main armée de l'État, qui a un rapport à ces enfants-là, où on considère que ces enfants ne sont pas des enfants et que ce sont des menaces en puissance, en fait. Donc, ce sont des Arabes. Voilà, je dis Malika Yezid, ce n'est pas une enfant, c'est une Arabe. Tu vois, l'action de la crèche, par exemple, effectivement, de la langue,
eh ben, le fait de dire à un parent ne parlez pas votre langue maternelle parce que ça pourrait, bon évidemment pas n'importe quelle langue maternelle, c'est pas l'allemand, c'est pas l'anglais, évidemment c'est l'arabe, le wolof. Si t'apprenais l'anglais, c'est beaucoup plus. Voilà, évidemment ce sont les langues de l'immigration en fait qu'on stigmatise. Mais de dire à ce parent ne parlez pas votre langue maternelle parce que ça pourrait causer du retard scolaire, mental à vos enfants, tu vois, ça c'est pas grand chose. Tu vois, de la honte, et de la. Mais pas de manière insidieuse, tu vois, parce que voilà, on est à la crèche, voilà, je le dis dans le livre, il y a des odeurs de vanille, il y a des doudous, il y a des petites choses, il faut parler tout doucement. Tu vois, parce qu'on est des mamans, donc il faut pas s'énerver, faut pas. Tu vois, c'est des petites choses. Mais c'est tu dis pas qu'il y a du racisme en creux dans ces endroits-là. Tu t'appelles pas ça racisme structurel, tu vois. Quand on parle de racisme structurel, justement, on a l'impression que c'est un gros truc, une machine qui arrive et qui dit les Noirs et les Arabes d'un côté, les Blancs de l'autre. Mais c'est jamais comme, enfin, c'est rarement comme ça, tu vois. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui font système. Et c'est contre ça qu'on se bat. Donc, tu vois, il n'y a pas de hiérarchie entre des causes plus importantes ou plus nobles et des choses plus anodines. C'est vraiment, il faut se battre contre tout ce qui participe à réduire le champ des possibles de nos enfants, tout ce qui participe à leur enlever leurs rêves, en fait, leurs ambitions, leur curiosité, leur joie. Voilà. Et c'est vraiment des choses, ça peut être des choses très, très anodines. C'est trop intéressant. J'ai envie de partir dans cette direction. Mais effectivement, déjà, moi, ça me parle énormément et c'est revenu dans pas mal d'interviews, notamment sur le féminisme et le sexisme ou même la grossophobie, à quel point les discriminations, souvent, c'est pas tout noir, tout blanc et c'est beaucoup plus vicieux et subtil et informel que effectivement Adama Traoré où c'est hyper spectaculaire, tu dis ok ça c'est du racisme, non en général c'est pas forcément aussi facile ça à identifier aussi, quoi. Tu vois par exemple la question des violences policières, c'est une question où si on peut avoir en fait une analyse, une lecture de la situation qui est radicale au sens où bon là c'est clair, c'est net, je veux dire il y a par exemple, pour ce qui concerne les contrôles policiers, qui sont souvent à l'origine des violences policières et des crimes policiers, tu vois, pour ce qui concerne les contrôles policiers, le défenseur des droits dit quelque chose de clair, net et précis. Il dit que les jeunes non-blancs ont 20 fois plus de risques d'être soumis à un contrôle policier, donc contrôle au faciès, 20 fois plus, que des jeunes hommes blancs, tu vois. Bon, bah là, c'est clair. Voilà, c'est chiffré. Je veux dire, c'est chiffré, c'est documenté. Donc là, c'est clair. Mais effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas toujours aussi clair. Voilà. Et que parfois, c'est insidieux. Et c'est justement ce qui est insidieux qui détruit aussi à petit feu. Tu vois, quand encore une fois, quand on te dit tu n'as pas le droit d'avoir accès à ce poste parce que tu es une femme, parce que tu es noire, parce que tu es musulman, etc. Bon, là, les choses sont dites. C'est peut-être même plus destructeur encore quand on ne te le dit pas clairement. Est-ce que tu crois que c'est toi le problème? Absolument. Parce que tu te rends pas compte que tu es victime d'une injustice. Surtout quand tu n'es pas adulte. Tu vois, quand t'es enfant, et c'est pour ça que pour nous, ça se joue du ventre de nos mères jusqu'à la tombe. Donc, ça commence bien du ventre de nos mères. C'est quand t'es petit et qu'en fait, on te fait croire que être médecin, c'est pas pour toi. Être ingénieur, c'est pas pour toi. Parce que tu es une fille, parce que tu es arabe, parce que tu es noire, etc. Et donc, ça se joue dès le début. Et quand tu ne travailles pas dès le début, c'est-à-dire quand tu élargis pas le champ des possibles des petits dès le début. Bon, c'est presque trop tard en fait au collège, au lycée, une fois que tu es sur le marché du travail. En fait, il y a des formes d'aliénation, de honte de soi. Intérioriser que absolument que ta place elle était pas là. Et c'est pour ça que le front de mer, pour nous, voilà, on travaille dès le début, quoi. On travaille dès la crèche, dès la maternelle. Trop bien. Du coup, comme je vous disais, je vous fais gagner son livre La puissance des mères. Donc de Fatima. Si tu veux le gagner, dis-nous en commentaire un truc que tu retiens de cette vidéo, soit en commentaire YouTube, soit en partageant le podcast dans une story Instagram. Tu me tags et voilà, je tirerai l'un d'entre vous au sort. Alors tu l'as légèrement abordé, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus justement sur la création de ton syndicat de parents front de mer, qui justement s'est créé un peu par hasard au début, parce que t'essayais d'inscrire ta fille à la cantine de l'école et il n'y avait pas de menu végétarien. Tu t'attends pas forcément à ce qu'il y a un syndicat qui naisse de ça, quoi. Il s'est passé quoi? Absolument. Ouais, c'est vrai que ça fait... Sur l'origine de l'organisation Front de Mer, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un truc beaucoup plus spectaculaire, la police, le capitalisme, le grand soir, tu vois. Et je me permets de te couper 2 secondes pour préciser qu'effectivement, ça inclut évidemment une dimension antiraciste, mais c'est un combat universel et c'est pour ça que tu parles des mères et pas juste... des violences policières ou des quartiers populaires, etc. Donc clairement, voilà, je sais très bien que mon audience, à ma connaissance en tout cas, c'est une majorité de femmes blanches. Donc clairement, ça vous concerne aussi très directement, parce que quand on parle de malbouffe ou de pollution, et même à mon avis, effectivement, d'inégalité à l'école ou de violences policières,
c'est un truc universel, quoi. Absolument. Et c'est même le préambule du livre, c'est-à-dire que je dis que ce n'est pas parce que il y a effectivement un récit, le récit d'un vécu discriminatoire, qui est le récit, bon, moi je vais pas me réinventer, hein, c'est le récit d'une femme, effectivement, non blanche, qui vit en Seine-Saint-Denis, etc. Donc c'est un point de vue très situé, mais en même temps je dis dès le préambule que ce n'est pas parce qu'il y a cette singularité qu'il n'y a pas d'universalité dans le combat et dans ce qu'on veut pour tous nos enfants. Ouais. Donc moi c'est pas pour mes 2 enfants, c'est pour construire un autre monde pour l'ensemble de nos enfants. Et le projet politique en réalité qui est proposé par la puissance des mères, c'est même pas un projet antiraciste en réalité, c'est un projet écologiste. Tu vois, vraiment en tant que mère, en tant que maman, moi j'ai foi dans la possibilité en fait qu'on pourrait avoir, nous les parents, plus largement, mais les mères en particulier, de se dire que pour nous c'est pas grave en fait, ce monde-là. Voilà, c'est pas où vraiment c'est un monde, voilà, c'est un système d'exploitation, c'est un système voilà qui est structuré, qui est hiérarchisé par rapport à la couleur de peau des gens, par rapport au genre des gens, par rapport à la classe sociale des gens. Pour nous c'est pas grave, enfin relativement pas grave, mais vraiment on veut pas de ça pour nos enfants. Et que l'on soit vraiment discriminé ou privilégié dans ce système. C'est-à-dire que moi j'ai foi dans l'idée que des parents en fait se disent que même si nos enfants sont privilégiés dans ce monde-là en fait, qui est dégoûtant, et en fait non, on n'en veut pas. Parce que nos enfants privilégiés là-dedans, on veut pas qu'ils profitent en fait de l'exploitation des êtres humains, des animaux non humains, de la planète, etc. On veut pas qu'ils en tirent bénéfice, tu vois. Et ça, c'est une foi que j'ai qui est vraiment enfantine presque, tu vois. Mais effectivement, c'est pas réduit à la question à la lutte contre le racisme. La porte d'entrée, c'est effectivement l'écologie avec des menus végétariens. Absolument. Et à la porte d'entrée, c'est un vécu discriminatoire en réalité. Tu vois, c'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est pas une lutte. Alors voilà, connaissent pas l'anecdote. Voilà, la petite anecdote. Alors, moi, je militais déjà, et sur des luttes un peu, typiquement, les violences policières, le racisme structurel. Je suis consultante, moi, sur les questions de discrimination et d'égalité. Donc, voilà, j'avais ma dose, on va dire, à l'extérieur du foyer, à l'extérieur de la famille. Et donc, vraiment, pour ce qui concerne les enfants et l'école, on avait convenu, le père de mes enfants et moi, mon mari et moi, qui milite aussi par ailleurs, de ne pas arriver dans le couple. De pas arriver en colère en fait à l'école. Au contraire, d'arriver super calme, d'arriver super cool et de ne vraiment toujours chercher t'as envie d'être discriminé. Parce que tu sais, je pense que à peu près tous les parents se disent on ne veut pas que les enfants subissent des représailles de la part de l'institution et je pense que n'importe quel parent se dit ça. Se dit faut pas polémiquer à l'école en fait, faut pas polémiquer de manière générale au sein des institutions. Et donc vraiment c'est le cœur léger, tranquille, cool que je suis arrivée pour demander simplement y a une solution qui s'appelle l'alternative végétarienne. Là, on impose de la viande dans l'assiette de tous les enfants. Donc c'est quoi? C'est qu'il y ait quelques repas, c'est qu'à chaque repas il y ait une option alternative végétarienne. Ça part de quelque chose où c'est pas une théorie en fait, tu vois, c'est pas un truc c'est même l'OMS qui recommande ça en fait. Absolument, mais sur la base d'un constat. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de se mettre à la place des enfants en fait, tu vois, et c'est ça que ne font plus les institutions, c'est-à-dire le constat de dire que des parents, notamment des mères, des femmes qui travaillent, et donc voilà, on leur dit mais récupérez votre enfant à midi. Non, elle travaille en fait. Il s'agit aussi de défendre aussi une démarche féministe pour dire on a le droit aussi de travailler, de pas faire des allers-retours entre midi et 2 heures. Je te dis ça parce que pour la petite parenthèse, moi on m'a beaucoup renvoyé l'idée que voilà, si je n'étais pas contente, il fallait que je récupère mes enfants à midi et que je fasse moi-même à manger, tu vois. Donc le truc vraiment antiféministe. Et le constat, c'est voilà, des femmes qui disent à leurs enfants ne mange pas la viande, tu restes à la cantine parce que j'ai pas le choix, je vais travailler, mais tu ne manges pas la viande. Et l'institution qui dit à l'enfant si, goûte la viande. Tes parents te disent n'importe quoi, goûte. Et tu vois, il y a aussi la question de l'enfant qui est pris dans un conflit d'autorité en fait entre l'institution et son parent et je pense que tous les parents qui nous écoutent ont envie que leurs enfants en fait voient l'institution accompagner en fait l'éducation et la transmission des parents et ne pas être en conflit, tu vois, dès 3 ans. Je veux dire nos enfants ne sortent pas indemnes de ça en fait. Et donc c'est bien partir de ça, de cette réalité là, tu vois, c'est pas du tout et vraiment j'insiste là-dessus, c'était pas un projet politique au départ ou idéologique ou c'est simplement non, parce que pour expliquer, du coup toi t'as dit est-ce qu'on peut faire une option végétarienne?
Et on t'a accusé de communautarisme direct. Mais disons les choses, on m'a accusé d'islamisme, pas juste de communautarisme. Okay, non, mais c'était en 2016. Hein. Donc c'était après les attentats de 2015. Non, moi on m'a accusé de faire le jeu de Daesh. Alors en plus, je porte pas de foulard, donc il y avait l'idée que j'avançais masquée. Au départ, on m'avait accueilli les bras ouverts au sein de la FCPE, donc qui est une fédération de parents, organisation majoritaire en France. Et donc là, on m'avait accueilli, c'est vrai, tu vois, voilà, en disant voilà, on a besoin de monde, on a besoin de parents motivés, etc. Et dès lors que j'ai posé en réalité, alors c'était pas la question de l'alternative végétarienne, c'est pour ça que tout est dans le détail. En réalité, c'était une question d'égalité de traitement. C'est ça qui a posé problème. C'est dès lors que tu viens avec une question d'égalité de traitement, là, parce que je suis musulmane, là, on me renvoie sur, voilà, quelque chose d'illégitime, quelque chose ouais, presque de diabolique, quoi. C'est-à-dire que j'avais beau répéter que, bon, déjà, je suis végétarienne, et j'avais beau répéter que ça n'avait rien à voir avec le halal. Tu vois, c'est même le contraire, en fait. Tu vois, tu dis, c'est des questions d'égalité de traitement, c'est des questions de justice sociale, c'est des questions de lutte contre le réchauffement climatique, quand on sait la part des élevages industriels là-dedans, c'est des questions de lutte contre la maltraitance des animaux. Tu montres que tu veux travailler avec L214, avec Greenpeace, avec l'Association végétarienne de France. C'est pas Daesh. Et malgré ça, tu vois, on a eu affaire à des gens déjà, pas que des organisations politiques, parce que ça s'incarne aussi par des personnes en fait qui refusent parce que tu es une femme musulmane. Et je le dis, c'est clairement ça. Il faut voir le contexte français aujourd'hui, le contexte politique, c'est-à-dire l'extrême droitisation du champ politique en France, qui est quand même je trouve moi très très inquiétant et que j'ai pu expérimenter vraiment en 2016 quoi. C'est-à-dire que t'as beau leur dire mais que tu fais ça pour tes enfants, que tu fais ça pour les enfants, que c'est pour le bien commun, que c'est pour l'intérêt général. Vraiment, moi j'ai pu expérimenter que vraiment t'as des gens qui sont persuadés que quand une femme porte un foulard, elle ne peut pas être végane. Parce que, alors du coup, on a fini par partir de la FCPE en disant, bon allez, on part, puisque ici, la question n'est pas entendue et qu'on part sur des polémiques sur l'islam, la laïcité. Ok, on part et on fait notre petit truc. Justement, je suis assez admiratif de ta joie de vivre alors que ce combat, il peut être hyper lourd à porter, quoi. Ma joie de vivre, alors à l'époque, franchement, tu vois, quand tu as 12 personnes qui te pointent du doigt en disant que tu es islamiste et en disant que ce que tu veux, c'est le halal, alors que toi, tu ne parles jamais de halal et que tu retrouves ce mot dans les comptes rendus, etc. La joie de vivre, franchement, je le dis parce que pour des personnes qui nous écoutent et qui militent, quelle que soit d'ailleurs la forme du militantisme et quels que soient les enjeux politiques qu'on défend, dès lors que tu résistes à quelque chose, donc tu résistes à une inégalité, une injustice, etc., et ben, ça peut être dur quand même. Et ça, il faut le dire parce que, voilà, c'est pas être fragile que de pleurer après une réunion parce qu'en fait on t'a répété que t'étais violente et que toi t'avais juste l'impression de poser une question d'intérêt général, tu vois. Donc non, la joie de vivre quand t'es isolé, franchement c'est compliqué. Les parents sont pas les bienvenus à l'école en plus, il faut le dire, et c'est pour ça que moi je défends le collectif en fait. Et moi je peux témoigner, je peux incarner le fait que c'est à partir du moment où j'ai été voir d'autres personnes pour leur dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos gosses en fait et comment on peut faire en sorte tu vois, avec des trucs positifs, en fait. Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose, des inégalités. Non, il s'agit de faire en sorte que nos enfants soient heureux, tu vois, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient curieux, curieuse à chaque fois au féminin. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de positif, quoi, qui porte les gens sur la cantine. Moi, je me souviens qu'au début, tu avais des parents, pourtant plutôt CSP+, tu vois, et qui me disaient, mais non, nous, on n'a rien à dire pour la cantine, c'est la mairie qui décide, c'est Sodexo qui décide, c'est Elior qui décide, tu vois. En se disant, voilà, entre midi et 2, du lundi au vendredi, en fait, les parents, qui ont quand même fabriqué les enfants, tu vois, ils sont quand même responsables des enfants, n'ont rien à dire. C'est l'industrie agroalimentaire qui tu délègues ton rôle. Tu vois, et tu te sens... Oui, je pense que c'est pas que tu le délègues, c'est que... on te l'a pris, quoi. On te l'a pris, et que tu as l'impression que tu peux pas le reprendre. Et que tu vois, il y a une sorte de fatalisme, en fait, qui se développe. Et ça, voilà, le meilleur moyen, et je pense le seul moyen de lutter contre ça, c'est se mettre ensemble. Toute seule, tout seul, je pense qu'on n'y arrive pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut pas rêver, quoi. Je veux dire, t'as beau avoir des arguments, il y a tellement de mauvaise foi. Je te dis, par exemple, le fait de te le faire à l'envers, c'est toi, tu dénonces une violence et on te dit c'est toi qui es violente. Et ça, je pense que toutes les féministes qui écoutent connaissent. Enfin, tous les groupes minoritaires, en réalité, connaissent ça. Par exemple, nous, on s'engraine, en fait, les unes les autres. C'est nos enfants, c'est nous qui sommes responsables, on n'a pas à être déposés. Tu vois, mais ça, je pense que c'est le collectif qui crée ça. Tu vois, t'envoies un mail, il est signé collectivement, c'est pas comme quand il est signé individuellement, bon, tu vois. Plus au sérieux, et le rapport de force, c'est pas le même, quoi. Absolument. C'est pas pour rien que t'as créé un syndicat. Absolument. J'ai trouvé ça trop drôle quand dans le livre, tu dis, et à juste titre, en plus, que si t'avais été blanche et de classe moyenne, en fait, on t'aurait élu parent écolo de l'année, quoi. Pour la même chose. Ouais.
et qu'en plus vous aviez fait un sondage où il y a 96% des parents qui étaient favorables à cette option végétarienne. Absolument, c'est-à-dire que quand tu poses les questions de la bonne manière, voilà, il y a cette question qui est débattue au national, débattons-en au local, et si on vous pose la question de cette alternative végétarienne, qu'est-ce que vous en pensez? Si tu précises bien qu'il ne s'agit pas d'imposer à des carnivores de manger, oh là là. tu vois, mais oui, voilà, oui. non, parce que l'alternative végétarienne, c'est vrai qu'il peut y avoir un malentendu sur le fait qu'il s'agit d'un choix, en fait. Tu vois, oui, tu peux choisir. Voilà. Pas... À l'époque, à Bagnolet, c'était 5 fois sur 5 de la viande dans les assiettes. Donc, tu rappelles tout à l'heure ce que préconise l'OMS. L'OMS, c'est 2 à 3 fois par semaine. tout compris. Tout repas compris, donc le soir et le week-end. Ah, le soir, donc là, on était 5 fois sur 5 le midi. Tu vois, donc vraiment, là, on est à 2 minutes de l'empoisonnement, tu vois. Et donc, de toute façon, ce n'était pas normal. Mais vous pouvez même manger, mais tout le temps, de la viande du matin au soir. Quoi. Simplement, voilà, il y a d'autres parents qui aimeraient que leurs enfants, parce qu'ils payent des impôts aussi, tu vois, c'est un service public, il faut qu'il soit égalitaire, et le choix, tu vois. Et dès lors que tu poses cette question-là, bon, alors il y a peut-être 3 ou 4% des gens, évidemment, qui vont dire « Non, je veux imposer, je veux que tout le monde mange de la viande, je veux que ce soit obligatoire. » Tu vois, mais à part ces 3-4%, évidemment que les gens te disent, quand c'est posé comme ça, sans polémique, évidemment que les gens te disent « Bah oui, il faut que tous les enfants puissent avoir accès à un repas équilibré. » Là, le problème, c'était... Enfin, le problème... L'origine du problème, en tout cas, c'est plus le porte-parole que le sujet. Oui, enfin, absolument, clair, hein. absolument. Et puis alors, le fait que nous, voilà, on revendique aussi au fur et à mesure. Hein. Comme je disais, c'était pas au début. Donc au début, on n'est pas arrivé comme des militantes. C'était pas une lutte qu'on menait. C'était vraiment, s'il vous plaît, on veut pas lutter, on veut juste que nos enfants puissent manger équilibré. Mais au fur et à mesure, évidemment qu'on s'est conscientisé. C'est parce qu'il y a eu ce vécu discriminatoire que tu te dis, mais attends, je suis dépossédée par la mairie de Bagnolet, mais en réalité, je suis dépossédée par l'industrie agroalimentaire, par l'industrie, par le système capitaliste, par le système... Tu vois, ça monte en fait, et tu te conscientises aussi en tant que mère, comme sujet politique, sujet féministe, et ça, c'était pas gagné dans le féminisme majoritaire en France, où les mères, c'est considéré un peu à la Simone de Beauvoir comme quelque chose d'aliénant. Enfin, tu te conscientises comme sujet politique, en fait. Je suis tiraillé entre te laisser parler et en même temps, j'ai plein de questions à te poser, alors. Oui, parce que du coup, il y a vraiment ce paradoxe au cœur de ton travail et de la société où, en tant que mère, tu sais que c'est injuste, qu'on attend de toi que tu fasses tampon, notamment face à des injustices à l'école ou avec la police, etc. Mais le système, il est en mode, non, tu vas ravaler ta dignité et tu vas tenir tes enfants pour qu'ils soient calmes en classe et qu'ils obéissent à l'autorité, que ce soit un flic ou un prof, quoi. Absolument. Alors ça, c'est ce qu'on attend des mères en général. C'est-à-dire les mères, ce qu'on attend d'elles, c'est effectivement de jouer un rôle tampon. Donc moi, je les appelle les mères tampons. Tampon entre l'institution et les enfants. Et notamment pour tempérer, effectivement, les colères. Voilà, les cris aussi, la parole. Mais du coup, ça renforce le statu quo et mais c'est ça la fonction. De domination. C'est ça la fonction, c'est d'être des garantes de l'ordre établi. Voilà, c'est ça qu'on attend des mères de manière générale. Dont elles sont elles-mêmes victimes, effectivement. Quelle que soit d'ailleurs la classe sociale ou la couleur de peau de ces mères, ne serait-ce que par rapport à la reproduction du système patriarcal. Et tu vois, il faut voir le nombre de fois, pour les mères, le nombre de fois où on dit à nos enfants « Chut, tais-toi ». Quand l'enfant se plaint d'une injustice, même si évidemment il n'emploie pas les termes qu'on pourrait nous employer, mais il se plaint d'une humiliation ou d'une injustice ou quelque chose légitime, en plus. Qui est légitime, voilà, et ça peut mettre en colère l'enfant. Enfin, le nombre de fois où on dit mais c'est pas grave, prends sur toi, il faut vraiment te discipliner, entrer dans le moule, et notamment au sein de l'espace scolaire. Donc on joue pour l'essentiel ce rôle-là. Et donc, l'enjeu politique que je défends, la proposition politique que je fais, c'est de dire, voilà, il faut refuser maintenant de jouer ce rôle-là. Il faut refuser de tenir nos enfants, de tempérer leur colère. Et il faut retrouver cette puissance, effectivement, de dragon qu'on avait, qu'on a en fait, quand on porte la vie. Alors moi, je dis pas que aujourd'hui, ce sont les mères qui vont mener la révolution anticapitaliste dans le monde. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on a notre part à faire, notre part à jouer, et qu'on peut rejoindre ce front, en fait, large, avec nos enjeux, avec un point de vue. Tu vois, le point de vue des mères. Tu vois, quand on dit les mères, souvent on dit les mères au foyer.
Tu vois, comme si, en fait, une fois passé le pas de la porte, les mères n'existaient plus, en fait, dans l'espace public. Il faut voir aussi comment sont traitées les mères qui allaitent, par exemple, dans l'espace public. Là, il s'agit de dire, non, on n'existe pas que à la maison, en fait. On n'existe pas que pour changer les couches, préparer les gâteaux, même si préparer les gâteaux, c'est très bien, et il faut aussi pouvoir valoriser ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi prendre la parole dans l'espace public, prendre le micro, tu vois, voilà, de théoriser, parler de nos besoins, dire ce qu'on veut pas, faire de la politique. Tu vois. Du coup, au front de mer, le but c'est justement que de sortir les parents d'une relation, d'un conflit stérile avec l'école où ils sont toujours perdants, et puis en plus c'est toujours après qu'il y a un incident. Votre but c'est du coup d'avoir plein d'organisations locales un peu partout en France qui s'auto-organisent, c'est ça ? Oui, absolument, parce que, alors, il ne s'agit pas d'être contre l'institution. Tu vois, il ne s'agit pas de dire on récupère nos enfants, puisque l'institution ne les protège pas. Alors, je parle aussi, par exemple, parce qu'on parlait de violence, mais il y a aussi les violences sexuelles dont sont victimes beaucoup d'enfants. Ouais. La plupart des viols, en fait, en réalité, sont commis contre des enfants. Tu vois, quand on parle de culture du viol, on ne dit pas assez qu'il s'agit d'enfants de moins de 18 ans. Ce ne sont pas des adultes, pour la grande majorité. Donc, tu vois, c'est dès lors que l'État ne protège pas nos enfants, l'école ne protège pas nos enfants, pas comme on le voudrait, tu vois, pas voilà, de manière égalitaire, juste, bienveillante, etc. On pourrait dire, puisque c'est comme ça, bim, on récupère nos enfants et on s'en occupe, on fait l'école nous-mêmes, etc. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, en tout cas pas au front de mer. Nous, on défend par exemple le service public et en particulier l'école publique. Et donc, on défend l'idée que oui, il faut s'auto-organiser, donc il faut exister en tant que sujet politique. Les mères ont quelque chose à dire dans le devenir de leurs enfants, en matière d'éducation et de transmission, mais en matière de tout en réalité. Tu vois, ça peut concerner la culture de la tomate au Chili. Je veux dire, dès lors que ça a un impact avec l'éducation des enfants, voilà, nos enfants, c'est le destin commun. Donc évidemment, donc ça traite toutes les questions politiques, économiques et sociales. Mais donc, on défend cette idée d'auto-organisation. Et le Front de Mer, c'est une organisation voilà, autonome, dans les quartiers populaires en particulier, mais pas que. Qui se trouve un petit peu partout en France, de plus en plus. Il y a des collectifs locaux. En Belgique, maintenant il y a un Front de Mer Belgique. Okay. Bientôt Italie, Espagne. Et là j'étais il y a quelques jours à Berlin et voilà, il y a un Génial. début de quelque chose, ouais, de Front de Mer. Mais c'est le but, c'est un Front de Mer internationaliste, justement pour dire que c'est un combat universel. Mais, alors je parlais d'auto-organisation et d'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'institution. Tu vois, l'idée c'est un peu ce que je répète un peu dans le livre, c'est un pied dans l'institution, un pied dans le quartier. Et l'institution, c'est pas un bloc homogène qui est uniquement nocif, néfaste contre nos enfants, c'est pas vrai, tu vois. Moi, je travaille dans l'institution, je sais que c'est des questions de rapport de force politique, en fait. Ils peuvent être favorables, ils peuvent être défavorables. Et l'objectif du Front de Mer, et je pense ça devrait être l'objectif de toutes les organisations progressistes, c'est d'exister au sein de l'institution. Pour ce qui nous concerne, c'est par exemple d'avoir des listes de parents délégués. Les élections ont lieu chaque octobre, chaque année. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, les parents délégués, je sais, j'ai été parent délégué, au sein de l'institution scolaire, franchement, c'est de la décoration de conseil d'école, quoi, de conseil de classe. Voilà, ils sont juste là, voilà, les parents, de temps en temps, leur demandent leur avis, mais bon, ça n'a pas de poids politique, tu vois. Là, nous, c'est histoire de muscler un petit peu tout ça, quoi. C'est les parents, mais avec un côté un petit peu plus punk, quoi, tu vois, moins déco. Et voilà, on va expérimenter quelques listes à partir de cette année, d'octobre. Et être, alors, tu vois, comme la FCPE, tu vois, qui est une fédération d'associations, mais qu'on ne trouve pas assez politique, et puis qui ne pèse pas assez, parce que de toute façon, de manière générale, les parents en France ne pèsent pas assez politiquement, à la différence de l'Angleterre ou des États-Unis, où ils ont un petit peu plus de poids. Oui, absolument. Okay. En Angleterre, il y a des syndicats de parents. En France, il n'y a pas de syndicats de parents. La FCPE ou la PEP, donc les deux grosses fédérations, c'est une fédération d'associations. Et alors, nous, on s'appelle syndicat. Alors, on n'est pas un syndicat. On est pour l'instant, une association de 1901. Mais en réalité, c'est aussi une ambition politique de se définir comme syndicat, parce qu'on veut être la CGT. Tu vois, on veut un vrai truc, comme sur le travail. On veut que les parents soient considérés comme des travailleurs, des travailleuses, avec la même possibilité, en fait, d'être dans un rapport de force. Alors, pas avec le patronat, mais avec l'institution. Parce que la cause est importante, tu vois, c'est les enfants. Donc voilà, parents délégués, c'est pas assez, association, c'est pas assez, syndicat, on trouve que voilà, potentiellement, ça a plus de poids. Et puis alors, au-delà même des mères comme sujet politique, au-delà même de la protection des enfants, je pense qu'il y a au Front de Mer cette énergie, en fait, de se réapproprier le pouvoir politique, en fait, et de dire, voilà, on veut plus être confisqués, nous aussi, on veut avoir notre mot à dire, nous aussi, on veut pas se résigner, en fait, tu vois. Et je trouve que là, il y a une énergie qui peut répondre à pas mal de gens.
Et puis du coup, le but, c'est de construire des vraies stratégies nationales où tu te bats effectivement pour et pas contre une injustice locale, et du coup plus en préventif qu'en réaction. Et ouais, j'aimais beaucoup dans ton livre l'importance de la stratégie. Ouais, absolument. Bah, c'est la base de tout. Bon, après, moi, j'aime bien discuter de stratégie politique parce que, voilà, je trouve qu'il y a un côté même de l'ordre du jeu, en fait. Oui, bon, il faut pas que tu perdes parce que alors là, c'est plus du jeu, c'est de la dépression, quoi. Par contre, l'alternative végétarienne, on va se mettre à fond là-dessus. Bon, aussi parce que ça part de là. Hein. Mais tu vois, on a gagné, par exemple. Bon, on a gagné au bout de 5 ans, ce qui est énorme. Il y a l'alternative végétarienne à Bagnolet, là où il y a eu toutes ces entraves, où on a été attaqué, où on a été... et c'est pour ça que je disais, il faut un pied dans le quartier, un pied dans l'institution, parce que, tu vois, on n'a pas été braquer les cantines pour mettre des plats végétariens dans les assiettes. Non, il y a un moment donné, il a fallu que des personnes signent des papiers pour qu'il y ait l'alternative végétarienne. D'où la nécessité aussi d'avoir un pied dans l'institution, de discuter, de dialoguer aussi avec l'institution. Et c'est possible. Tu vois, alors moi évidemment, je suis obligée de dire quelles sont les entraves, de dire qu'on vit dans une société qui s'extrême droitise, de dire qu'il y a eu du racisme, de dire qu'il y a eu du sexisme aussi dans le rapport qu'on peut avoir aux femmes, aux mères qui se mobilisent, etc. Ça, je suis obligée de le dire. Mais je dois dire aussi, et c'est important dans notre stratégie politique, et c'est important tout court, je dois dire aussi que quand on lutte avec une bonne stratégie politique, on peut gagner en fait. Et là, en l'occurrence, c'était pas gagné l'alternative végétarienne à Bagnolet, mais ça a été gagné. Et ça, c'est d'autant plus important, je pense, pour les classes populaires qui, tu vois, bon, on va faire du porte-à-porte, on va voir les gens, on leur dit venez, on va se battre. Pour le climat, contre l'injustice, contre les violences policières, que sais-je, les gens... fatigués d'avance, quoi. Ouais, puis ils se disent, bon, c'est deux hippies, bon, voilà, ils ont un petit côté un peu gauchiste, voilà, mais ils te suivent pas, quoi. Dans le meilleur des cas, ils t'écoutent. Mais là, de leur dire, en fait, on n'est pas si idéaliste ou utopique, enfin... on l'a déjà fait, quoi. On l'a déjà fait, on a gagné. C'est ça qui est important. Surtout, c'est un risque de te suivre parce que tu te dis, le bailleur social, c'est un peu comme le patron. Tu vois, tu as fait une demande il y a 10 ans pour descendre un peu de quelques étages. Tu vois, le bailleur qui te voit militer, ne serait-ce que de participer à des pique-niques sur la dalle, il peut se dire, bon, ton dossier, je le fous à la poubelle, tu vois. Et donc, c'est un risque qu'en fait que tu prends. Mais ce risque, il est moindre si, tu vois, on vient et on dit, mais ça, nous, on l'a déjà fait, on a gagné. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans... Il y a combien de parents dans Front de Mer? Vous êtes dans combien de villes? Ouais, on est quelques centaines. Ça évolue bien. Ça monte en puissance, en fait. Ouais. On va avoir nos universités d'été la fin août. On va encore davantage se structurer. Il y a un appel. On est à Bordeaux, on est à Marseille, on est à Rennes, on est donc à Bagnolet, à Montreuil, à Bruxelles, à Rome. Voilà, voilà. On est bien en place. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, vous pouvez être à l'initiative d'un collectif Front de Mer. Il suffit en fait de nous contacter, d'adhérer au Front de Mer, et puis ensuite, voilà, nous on peut aider. D'ailleurs, on peut accompagner à la création d'un collectif. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ou d'en rejoindre un dans votre ville s'il y en a déjà, quoi. Absolument, si ça existe déjà. Et alors là, on a franchi une nouvelle étape. Ouais, c'était important d'avoir un espace où on puisse s'organiser, se retrouver, que nos enfants puissent jouer, se retrouver aussi. Donc, c'est aussi créer du lien entre nos enfants. Ils n'existent absolument pas, ouais. Et en plus, parce que alors Alternativa, à l'époque, nous avait proposé très gentiment de venir à la base, tu vois, à République, à Paris. Et non, en fait. Après, c'était super gentil, tu vois. Local, et ouais, parce que c'est pas là où on vit, en fait. Tu vois, nous aussi, on veut pouvoir militer, s'organiser, se réjouir, tu vois, là où grandissent nos enfants, où sont scolarisés nos enfants. Et donc, vraiment, pour nous, c'était important d'être à Bagnolet. Et on a eu une opportunité là, fin d'année dernière. Ça s'est fait très vite. Donc, on a demandé à Alternativa, voilà, dans quelle mesure il et elle étaient partantes pour faire vivre ce lieu ensemble. Et donc, ça a donné Vert Dragon, la maison de l'écologie populaire, donc qu'on a inauguré là le 13 juin. Et félicitations. Voilà, mais franchement, on est super fiers de nous parce que c'est vraiment alors c'est pas un aboutissement parce que ça continue, la lutte continue, mais c'est une grosse étape parce que c'est 1000 mètres carrés. C'est en face. Ah ouais. On voulait 20 mètres carrés. Non, mais c'était pour justement de dire 20 et en fait là on a 1000. Donc t'imagines comment on est super contente. Ouais. Mais c'est puis c'est un endroit où tu vois, on a notre AMAP, donc la map de Vert Dragon. Tu vois où il y a plein. C'est pas juste la map, un point de distribution. Tu viens récupérer ton panier. C'est plein d'activités autour de la nourriture. Tu vois plein de projets qu'on avait dans les tiroirs et tout qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Il y a tout un projet de lutte contre les risques industriels sur lequel qu'on avait déjà commencé avant autour du jeu, de la BD, du manga. Et pour moi là. Oui, là, c'est de l'écologie populaire. Et donc, non, il faut venir. Si vous êtes intéressés, voilà, vous êtes les bienvenus à Vert Dragon.
Au niveau collectif, on peut rejoindre le syndicat, mais dans sa famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger son enfant? Tu dis que, là tu prends l'exemple d'un cas fréquent en primaire où voilà, il y a des élèves qui ont baissé la culotte d'un enfant pendant la récré, le prendre en photo et le mettre en ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Il y a plusieurs niveaux. Je décris les trois dans le livre. La première chose, c'est ce que tu fais chez toi, en fait, avec ton enfant, ton propre enfant. Alors quand je dis ton propre enfant, c'est pas forcément ton enfant biologique, hein, il y a tout un propos là-dessus. Oui. Voilà, c'est l'enfant dont tu t'occupes en fait, y compris d'ailleurs en tant qu'animateur, animatrice, enseignant, enseignante, acteur de l'éducation, quoi. Mais il y a ce que tu peux faire chez toi et dès le plus jeune âge, vraiment dès l'âge de 5 mois, 6 mois, 7 mois, en fait, c'est par exemple apprendre à l'enfant ce qu'est l'intimité. Tu vois, et donc ce qui est le viol d'intimité. Et ça, c'est des petites choses à faire sur l'espace dont a besoin l'enfant, le fait de crier, par exemple. Nous, dès le début du front de mer, on faisait des sessions comme ça de cris avec les enfants. Tu vois, pour des mères qui ont l'habitude de dire chut, tais-toi, mais j'ai mal à la tête. Là, c'était tout à coup, on disait aux enfants, mais criez. Et c'est pas facile en fait pour des enfants. C'est pas facile de crier. Tu vois, et crier, c'est pas juste crier parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a un méchant pédocriminel qui est dans les parages. Non, c'est aussi la confiance en soi. C'est aussi une manière de se placer dans l'espace public. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses à faire avec son enfant. C'est par exemple aussi avec son enfant ne pas être dans une culture du secret où tu vois, où tu apprends à ton enfant à mentir. Alors moi je raconte en fait que pour ce qui me concerne par exemple, ça m'a joué des mauvais tours parce que tu vois à l'occasion d'une fête scolaire par exemple, on arrive et ma fille j'avais pas eu le temps de faire un gâteau moi-même fait maison et tout, et j'avoue j'étais passée, j'ai acheté un gâteau, j'ai un peu filouté en fait, j'ai acheté un gâteau puis j'ai mis un peu d'aluminium autour pour dire je l'ai fait, tu vois. Et ma fille, à qui j'apprends, faut pas mentir, faut toujours dire s'il y a quelque chose qui te gêne à la maison, il faut que tu le racontes. Même nous, si tu dois dire des choses contre nous, il n'y a pas de problème parce que justement, tu vois, je pense que tu sais que l'essentiel des violences sexuelles, physiques de manière générale, mais sexuelles en particulier, en fait, sont par un proche. Voilà, dans l'entourage, tu vois. Et donc, ça, c'est important de dire à l'enfant, voilà, s'il y a des choses qui te gênent à la maison, même si ça concerne tes propres parents, tu vois, ta propre mère, c'est pas grave. Si tu as besoin d'aller le dire à des personnes de confiance. Du coup, elle a dit quoi, ta fille? Ah non, mais on est à peine arrivé dans la salle avec des gens dont je parlais tout à l'heure, hein, qui m'entravaient sur l'alternative végétarienne, qui me disaient à quel point j'étais communautariste, etc. Et donc, on arrive et elle dit, en fait, elle l'a pas fait elle-même, elle l'a acheté dans la pâtisserie du... La crédibilité que... Voilà, alors du coup t'es partagé, t'as un sentiment un peu de bon, je suis verte parce que du coup elle est en train de me balancer auprès de tout le monde et que c'est honteux et qu'elle me tape la fiche en fait concrètement, mais en même temps t'es fière que... voilà, ça veut dire il faut à un moment donné, c'est pas grave en fait, tu vois, moi je préfère en fait que mes enfants divulguent quelques petites choses qui se passent à la maison. C'est pareil, la télé, la consommation devant les écrans, tu vois, même mes enfants, moi dès qu'ils passent un petit peu de temps devant la télé, parce que tu vois, à un moment donné on est comme tous les parents en fait, t'as pas le temps, donc t'allumes la télé, ça tu peux savoir que tout bagnolet est au courant parce que mes enfants auraient été le dire dehors. Ensuite, il y a, je pense, d'où l'intérêt des collectifs de parents, d'où l'intérêt du front de mer, quelque chose à travailler ensemble, en fait, sur des protocoles, sur des guides, sur des choses à faire, alors, en prévention. Tu vois, encore une fois, il y a des choses à faire collectivement pour apprendre à nos enfants à avoir confiance en soi, à nos filles en particulier, mais nos garçons aussi, parce que c'est, alors les chiffres, je sais pas si tout le monde les connaît, mais c'est une fillette sur 5 qui à un moment donné de sa vie va être agressée sexuellement. 1 sur 5. Voilà, il faut aller dans un groupe scolaire et compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1 sur 5. Donc c'est autant dire que c'est industriel en fait. Et un garçon sur 13, avec un pic pour ce qui concerne les garçons qui est à 6 ans pour les filles entre 10 et 15. Donc les garçons sont concernés également, on le dit pas assez, moins que les filles, mais ils sont concernés également. Du coup. Mais donc il y a des choses à faire collectivement, c'est des guides. Il y avait eu un problème dans les toilettes et moi j'avais proposé des ateliers en fait que je travaillais mais là pour le coup en tant que professionnel, mais que je connaissais déjà, qui existent déjà au Canada, sur le consentement. Tu vois, c'est apprendre à l'enfant à refuser un jus de fruits ou apprendre à l'enfant à accepter le refus d'un autre enfant. Il n'y a pas de prendre personnellement. Il n'y a pas de... Parce qu'à l'époque, on avait dit non, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut diffuser des films pornographiques aux enfants. C'était limite, tu vas aller parler de sexe aux enfants. Non, mais tu vois, c'est toute la question, c'est un vrai problème. Je me suis d'ailleurs rendu compte que le mot consentement
pouvait créer ce genre de malentendu, en fait, quand tu dis le consentement, on peut comprendre. On pense forcément au sexe. Elle apprend aux enfants à consentir à des relations sexuelles, que le problème, c'est le consentement. Il y a la question des moyens publics. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans les cours de récré et pourquoi, quand il y a des enfants qui s'agressent, en fait, mutuellement, et c'est vrai que c'est le cas, surtout avec les téléphones, etc., on filme, on humilie publiquement, etc., pourquoi il n'y a pas d'adultes qui sont là, de professionnels qui sont là? Encore une fois, c'est de la prévention, c'est une fois que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Dans l'écologie, on a un problème, clairement le manque de diversité. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Moi, je me bats pas pour que l'écologie, ce mot, soit davantage populaire ou davantage partagé, etc. C'est pas ça mon entrée. Moi, je me bats vraiment pour que pour que soit anéanti, soit mis hors d'état de nuire un système d'oppression, un système raciste, patriarcal et capitaliste. Tu vois, c'est ça l'objectif. Ouais. Pour moi, l'écologie, c'est un outil là-dedans, tu vois, c'est un outil qui va nous permettre de mettre hors d'état de nuire ce système, tu vois. Force est de constater que l'écologie, c'est pas du tout quelque chose qui va être mobilisé dans les quartiers populaires. En réalité, tu vois, il n'y a pas que l'écologie, il y a toutes les questions, le féminisme, le communisme, tous les outils de libération, en fait, sont très très peu mobilisés, et pas que dans les quartiers populaires, de manière générale. Et ça, je trouvais ça trop intéressant quand tu disais que on te trouvait beaucoup plus dangereuse quand tu parlais d'écologie que quand tu parlais des quartiers ou de racisme, quoi. Évidemment, puisque l'écologie, en fait... de ton rôle, de ton étiquette. Exactement. Je sors de cette étiquette qu'on m'a imposée, de ce rôle vers lequel j'ai été assignée, en réalité. Tu vois, tu parles effectivement de drogue, de délinquance, d'islam, etc., de halal, tu vois. Bon, tu peux gêner quelques personnes, mais en tout cas, c'est bien, tu parles au tien. C'est cohérent dans la vision du monde. C'est cohérent, et tu parles des quartiers populaires, c'est très bien, tu parles des caves, des cités, c'est très bien. Par contre, ne t'aventure pas à venir nous dire à nous, à venir donner ton petit point de vue là sur comment nous on doit manger, pas manger, respirer, etc. Tu te prends pour qui pour venir sur des questions universelles? Toi, tu es sur des questions justement spécifiques. La question du racisme, la question de la drogue, il y a quelque chose comme ça. Bon, la drogue, la délinquance, etc. Ça, c'est pour vous. Alors que les dominants se posent pas la question, eux, de leur légitimité à parler des... non, puisqu'ils représentent l'universel. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, eux considèrent que, voilà, quand un homme blanc bourgeois parle pour nous tous et nous toutes, lui, il est universel. Lui, il n'est pas subjectif, il est objectif, tu vois. Par contre, dès lors qu'on appartient à un groupe minoritaire, donc les femmes racisées, les femmes de classe ouvrière, la classe ouvrière de manière plus générale, là, tout à coup, en fait, on est renvoyé à une singularité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, moi, mon préambule, c'est bien justement de sortir de cette tension entre singularité et universalité, parce que je vois bien, j'expérimente en fait à quel point ça peut être piégeant, la singularité. Ouais. Tu vois, t'arrives, tu dis, oui, moi aussi, en tant que femme arabe et tout, j'ai quelque chose à dire et tout. Sauf qu'en fait, très rapidement, tu peux être réduite au fait d'être une femme arabe, en fait, et de parler aux arabes, aux femmes, etc. Et donc, voilà, c'est un combat aussi qu'il faut mener, ça. De dire, non, nous, on veut faire part de notre vécu singulier. Et ça, on lâchera jamais là-dessus. Donc moi, je suis sans pitié sur la question raciale, notamment sur l'antiracisme. Voilà, moi, je veux pas qu'on mette de l'eau dans notre coca par rapport à l'antiracisme. Mais en même temps, j'aspire aussi à participer à un projet commun, en fait. On existe en tant que minorité, mais il faut se souvenir, voilà, pourquoi on fait tout ça, en fait. On fait tout ça pour que tous nos enfants puissent grandir dans un monde plus juste, plus égalitaire, plus respirable, tu vois. C'est quand même ça l'objectif. Bon, tu vois, le réchauffement climatique, c'est vrai que ça paraît quelque chose qui est, bon, voilà, qui n'est pas très intéressant parce que, voilà, on a tellement de galères aujourd'hui que demain, après-demain, c'est pas si grave, quoi. Mais non, il faut partir de, voilà, comment vivent les gens, qu'est-ce qu'ils respirent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que les enfants peuvent jouer, tu vois, est-ce qu'ils peuvent rire, est-ce qu'ils sont heureux. Ça va parler à tout le monde, en fait. Il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison que dans la classe ouvrière, en fait, on se soucie peu de ce que vont devenir nos enfants, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes de parents ou de témoignages que tu as eu suite à vos actions ou... Ah bon, déjà, ça nous a changé notre régime alimentaire de base, tu vois, c'est-à-dire qu'au départ, alors il y avait quelques personnes qui étaient végétariennes, une personne qui était végane, mais voilà, au départ, les parents qui étaient là n'étaient pas forcément, n'avaient pas forcément... Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut tous et toutes devenir végétariens. Je dis simplement que le fait, végétariens, du coup, de fait, au moins flexitarien, c'est-à-dire qu'au moins, informés, quoi. Voilà, absolument. C'est-à-dire que là, du coup, au départ, tu viens sur la cantine et sur la viande à la cantine, et ensuite tu vas en cuisine centrale, et là, tu vois. En fait,
l'état de la situation, c'est-à-dire que tu te dis mais en fait la viande c'est rien, c'est pas rien, tu vois arriver la chair à part, le bouillon à part, tout ça remélangé, enfin truc vraiment dégoûtant quoi. Bon déjà il y a un problème avec la viande qui est issue pour l'essentiel d'élevage industriel, mais ensuite il y a tu vois les pesticides, il y a le sucre, et puis le fait que ce sont des produits industriels, y compris d'ailleurs l'alternative végétarienne, c'est-à-dire que on remplace le steak de viande par un steak de soja et c'est pas beaucoup mieux quoi. Donc en fait ça te conscientise sur la cantine, sur les enfants, mais ça te conscientise sur l'alimentation des enfants de manière générale, ton alimentation de manière générale. Et c'est pas, tu arrives en disant, voilà, on veut lutter contre le réchauffement climatique, faites ceci, faites cela, oui, tu vois, tu culpabilises les gens, etc. Non, là c'est le contraire. Là, il y a un problème. Tu vois, les enfants mangent mal. On voudrait que les enfants mangent mieux. Et en fait, tu montres en macro ainsi, tu vois. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est une bonne démarche écologiste qui peut fonctionner. Et ça, on peut en témoigner à Bagnolet, puisqu'effectivement, ça a changé notre manière de voir les choses, ouais, la manière d'habiter le monde, d'habiter la terre, le rapport qu'on peut avoir aux animaux non humains. Enfin, tu vois, il y a des réflexions spirituelles aussi qui peuvent émaner de tout ça. Donc voilà, c'est partir du concret du quotidien pour remonter ensuite vers quelque chose de plus général. L'émission s'appelle Soif de sens. Toi, Fatima, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Franchement, c'est pas parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Puissance des mères, mais moi, c'est vraiment mes enfants. Ça a vraiment changé ma vie. J'en reviens toujours pas, en fait. Il y a de temps en temps, j'ai des flashs comme ça où, tu vois, j'essaie de réfléchir un peu à l'amour que j'ai pour mes enfants, qui est vraiment un amour que moi, j'expérimente comme quelque chose de divin, en fait. Tu vois, il y a un truc comme ça de... Bon, c'est tellement... incroyable, j'ai à peine les mots en fait. Ouais. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a déjà changé. Alors là, on parle de lutte, on parle de militantisme. Moi, ça a vraiment changé mon militantisme. J'étais sur un militantisme beaucoup plus, pas négatif, mais beaucoup plus de dénonciation. Ouais. Voilà, c'était contre quelque chose. Et puis gagner, ça servait pas à grand chose. Ce qui comptait, c'était lutter, quoi. C'était, voilà, on lutte contre quelque chose, on se sent vivre parce qu'on lutte, on se sent exister parce qu'on lutte. Là, tout à coup, c'est pas lutter qui compte, c'est gagner. D'ailleurs, si pour gagner, il faut pas lutter, moi, je lutte pas, quoi. Par rapport à l'alternative végétarienne, moi, il y a un truc comme ça qui s'est passé très récemment, c'est le fait que ma fille est rentrée de l'école avec, donc ma fille de 8 ans aujourd'hui, qui avait 3 ans au début de notre lutte pour l'alternative végétarienne, et qui rentrait avec... un papier qu'elle nous a tendu et il fallait renseigner en fait cette histoire d'alternative végétarienne. Est-ce que oui ou non on veut l'alternative végétarienne, puisque comme je te disais, on a gagné, elle a été mise en œuvre. Et franchement, de voir ma fille nous tendre ce papier et vraiment, tu vois, parce qu'elle lit évidemment maintenant, et de voir qu'en fait... maman avait gagné, tu vois, parce que la pauvre, alors sur ces années, elle s'est tapée toutes les conférences, les ateliers, tu vois, parce que tu peux pas non plus justement mettre ces questions-là à l'extérieur, tu les ramènes aussi à la maison, tu vois. Il y a le stress qui va. C'est grâce à sa mère qu'il y a cette case sur le papier, quoi. Et voilà, et tu te dis, et tu vois dans ses yeux, tu vois, et ça, je suis fière de ça, c'est vraiment ma part et j'assume cette fierté. C'est tu te dis, en fait, là, je lui ai appris qu'il n'y avait pas de fatalisme, en fait, qu'il ne fallait pas qu'elle se résigne. À 3 ans, elle a vu maman s'énerver parce que la viande lui était imposée dans l'assiette et qu'elle n'avait pas de repas équilibré. 5 ans plus tard, quand même, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas fait du jour au lendemain, mais quand même, tu vois, 5 ans plus tard, en fait, elle apprend que... Ça donne aussi une leçon de persévérance. C'est pas plié, tu vois. Et ça, je trouve que... Tu me donnes des frissons, là, c'est trop... Ah non, mais je te jure, c'est vrai, je voyais dans ses yeux, en fait, ça m'a vraiment... je me suis dit, bah voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est-à-dire que même si on gagne pas forcément, tu vois, de transmettre ça à nos gosses, surtout, je te dis, moi, j'insiste, moi, vraiment, si j'ai une angoisse aujourd'hui, c'est le contexte politique, en fait. Je me dis, purée, mais... comment ça peut aller mieux, en fait? Et je me dis que si nous, on fait le taf avec nos enfants et qu'on leur apprend que, voilà, il n'y a pas de résignation, il ne faut pas se résigner, il faut toujours se battre, il ne faut pas accepter l'injustice, parce que le fascisme, c'est ça, le fascisme, c'est la résignation, c'est le sentiment d'impuissance. Bon, je me dis, ça va, demain sera mieux qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà. C'est ta mère qui a changé le monde, quoi, forcément, qui était trop fière. Oui, alors pas que maman qui a changé le monde, mais les mamans. Avec les tatas, parce qu'en fait, elle nous a toujours vus ensemble. Justement, les réunions, on les faisait à la maison, chez les unes, chez les autres. Donc, elle a vu, les mamans, en fait, et qu'on stigmatise tellement, tu vois, parce qu'elles sont mamans déjà. Mais aussi, voilà, les mamans, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont arabes, parce qu'elles sont quartiers. Donc, il y a un peu le côté le mépris, en fait, le mépris de classe qu'on peut avoir vis-à-vis de ces mamans-là. Et tu vois, et c'est de voir que, non, en fait, elles ont plié le game, en fait. Elles ont réussi. Elles avaient l'Amérique contre elles avaient, tu vois, le monde entier contre elles, et elles ont quand même gagné, quoi. Donc non, ça c'est bien. Des mamans badass. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire mère que maman, d'ailleurs.
Merci Fatima, j'ai passé un très bon moment à parler de mère badass. Si toi aussi ça t'a plu, je te conseille tous les épisodes sur le féminisme et notamment celui sur la charge mentale où on parle évidemment d'enfants, de parentalité et de faire la révolution. Si tu veux gagner le livre La puissance des mères, n'hésite pas à en parler en story et à parler de cet épisode autour de toi. Et je te dis à la prochaine. Ciao! Salut!